Observons l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ne dirait-on pas que leurs terres semblent pouvoir s'emboîter comme des pièces de puzzle? Eh bien, c'est que c'est en fait le cas. Mais il y a environ 130 millions d'années, l'Amérique du Sud a dit au revoir à l'Afrique et s'en est lentement éloignée. De nos jours, elle s'en trouve à environ 2900 km et elle est toujours en mouvement. Chaque année, le continent se déplace un peu plus vers l'océan Pacifique. Alors, comment cela se produit-il? Les plaques tectoniques sont en mouvement constant. C'est ce qui fait que la surface de la Terre se déplace au cours des millénaires, passant de ça à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ces mouvements se produisent tellement lentement que nous ne pouvons pas en être témoins. Donc non, les Brésiliens et Chiliens ne sentent pas leur continent se déplacer lentement vers l'ouest. Mais les chiffres ne mentent pas. L'Amérique du Sud se déplace bien. Et apparemment, elle semble vouloir s'éloigner le plus possible de cette immense chaîne de montagnes sous-marines qu'on appelle la dorsale médio-atlantique. Mais qu'est-ce qui pousse ainsi la Terre vers l'océan Pacifique? C'est la chaleur à l'intérieur de notre planète. Bien en dessous de l'océan, il y a des fissures dans la croûte terrestre. Et le magma, de la roche fondue très chaude, s'élève à travers ces fissures. Lorsque cela se produit, le magma se refroidit et se solidifie. Avec le temps, ce processus peut former des montagnes sous-marines, comme notre dorsale médio-atlantique. Et à mesure que de nouvelles croûtes se forment, elles se mettent à repousser les anciennes croûtes. Avec ce processus, les plaques tectoniques et les continents qui se trouvent au-dessus d'elles sont mises en mouvement. De l'autre côté de l'Amérique du Sud, du côté Pacifique, il y a la plaque de Nazca. Elle est très lourde et elle se déplace vers l'est. En raison de sa densité, elle s'enfonce sous la plaque sud-américaine. Ce processus porte le nom de subduction et il se produit à un rythme d'environ 7,60 cm par an. Pour info, c'est la collision entre ces deux plaques qui est à l'origine de tous ces impressionnants volcans qu'on trouve éparpillés à travers les Andes, et elle fait bouger le continent lui-même. Donc, selon les projections actuelles, et si tout se passe comme prévu, l'Amérique du Sud devrait un jour se retrouver vers le centre de l'océan Pacifique. Mais certains modèles suggèrent quelque chose de bien plus fou. Avant d'aborder cela, cependant, nous devons clarifier un point. Pourquoi diable l'Afrique ne suit-elle pas l'Amérique du Sud dans sa dérive? Je veux dire, ne devrait-elle pas se déplacer vers l'ouest, elle aussi? Eh bien, non. L'Afrique est autonome, car elle repose sur la plaque africaine. Donc, la dorsale médio-atlantique se situe entre ces deux continents. Et tout comme elle repousse la plaque sud-américaine, elle repousse la plaque africaine, mais dans la direction opposée. C'est comme si cette dorsale essayait de séparer ses deux anciens meilleurs amis. Mais ce n'est pas tout. L'Afrique est également influencée par le rift est-africain. C'est l'une de ces fissures immenses dont nous avons parlé plus tôt. Mais elle se trouve sur Terre, ce qui rend les choses encore plus spectaculaires. Elle provoque le lent déchirement du continent. C'est une longue histoire, mais disons simplement que le rift tire l'Afrique dans plusieurs directions à la fois. Bien, nous pouvons maintenant aborder les résultats de ces modèles que nous avons évoqués il y a 2 minutes. Cela concerne l'avenir de l'Amérique du Sud et de tout ce qui l'entoure. Théorie numéro 1. Elle pourrait se détacher de l'Amérique du Nord. Je sais, c'est complètement dingue. Mais ne paniquez pas, ça n'arrivera pas avant plusieurs centaines de millions d'années. Et je ne serai pas là pour voir ça. Vous voyez, ces deux continents se déplacent dans la même direction, mais à des vitesses différentes. La plaque nord-américaine avance d'environ 2,50 cm par an. L'Amérique du Sud, elle, se déplace un peu plus vite. Ainsi, bien qu'elles aillent dans la même direction, elles ne le font pas au même rythme. Au fil du temps, tandis que l'océan Atlantique continuera de s'élargir et que le Pacifique rétrécira, tout ce mouvement tectonique finira par séparer les Amériques. Deuxième théorie. La vie marine pourrait subir des changements majeurs. À l'heure actuelle, les Amériques agissent un peu comme un mur géant entre les océans Atlantique et Pacifique. À cause de cela, les animaux marins ont évolué différemment de chaque côté. Prenons l'exemple de la tortue verte. Celles qui vivent dans l'Atlantique ont tendance à être grandes et claires. Leurs cousines du Pacifique, en comparaison, sont généralement plus petites et plus foncées. Mais si un jour il n'y avait plus de terre pour empêcher ces deux populations de se mélanger, elles finiraient par créer de nouvelles routes migratoires, de nouveaux sites de nidification et un chevauchement beaucoup plus important de leur territoire. Maintenant, imaginez que ce scénario touche des centaines d'autres espèces, et les choses pourraient vraiment être bouleversées. Nous serions témoins de nouvelles interactions, de compétitions inattendues, et peut-être même de l'émergence de toutes nouvelles espèces. Théorie numéro 3, l'Amérique pourrait retrouver l'Afrique. En ce moment, la dorsale médio-atlantique est occupée à créer un nouveau plancher océanique, et à cause de cela,
l'océan Atlantique s'élargit lentement. Mais d'ici environ 125 millions d'années, les scientifiques pensent que ce processus pourrait s'arrêter. Selon eux, le plancher océanique arrêtera de s'étendre. Il commencera à être aspiré sous les continents. Lorsque cela se produira, l'Atlantique cessera de croître et commencera à rétrécir. Et le tronçon d'océan qui se trouve entre l'Amérique du Sud et l'Afrique sera probablement le premier à se voir aspirer sous la Terre. Cela signifie donc que les Amériques et l'Afrique pourraient finir par se rejoindre. Et si cela se produit, les pays frontaliers pourraient devenir des endroits extrêmement instables, avec des tremblements de terre constants et tout un tas de nouveaux volcans surgissant un peu partout. L'Est des États-Unis ne jouirait plus des pentes paisibles et verdoyantes des Appalaches. On y trouverait des sommets gigantesques et enneigés qui cracheraient de temps à autre de la lave et des cendres, un peu comme la chaîne des Cascades. Ces pays se retrouveraient avec des voisins totalement nouveaux. Le Brésil pourrait rejoindre le Nigeria et le Cameroun. L'Uruguay serait voisin de l'Angola. Et l'Argentine pourrait partager une frontière avec l'Afrique du Sud. Et si ces deux continents venaient effectivement à fusionner, ce serait un peu la folie sur Terre. Pour commencer, ce nouveau supercontinent deviendrait le plus grand de la planète, environ 1,5 fois la taille de l'Asie. Et il y a de fortes chances qu'une toute nouvelle chaîne de montagnes se forme à la suture des terres, créant une frontière naturelle entre les nations. Disposer d'un grand continent comme celui-ci pourrait simplifier beaucoup de choses. Tout d'abord, le tourisme pourrait vraiment décoller. Les voyages d'un pays à un autre par voie terrestre, fini les billets d'avion si coûteux, changeraient vraiment la donne. Mais cela ne s'arrêterait pas là. D'autres types d'activités économiques bénéficieraient d'un essor considérable. D'un côté, nous avons l'Amérique du Sud, qui produit et vend déjà une grande variété de produits alimentaires. Du blé, des bananes, du bœuf, du cacao, du soja, etc. De l'autre côté, il y a l'Afrique, qui exporte des textiles et des vêtements. Leur réunion résulterait en un bloc super puissant en matière de commerce de matières premières. Mais savez-vous ce que ces deux continents ont également en commun? Oui, le pétrole. Les pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, le Venezuela et la Colombie, sont de grands exportateurs de pétrole. Et de l'autre côté, en Afrique, nous avons le Nigeria, l'Algérie et la Libye qui font la même chose. Maintenant, vous comprenez à quel point une telle union serait puissante. Parlons maintenant des animaux. L'union de ces deux immenses terres pourrait provoquer des rencontres sauvages. Et si le capybara venait à partager son espace avec le crocodile du Nil? Ou si un paresseux apercevait une hyène du haut de son arbre? Cela pourrait même conduire à l'apparition de nouveaux hybrides, comme un cabicrodile ou un paressienne. Je sais, je ne suis pas très doué pour inventer des noms, mais surtout, ces animaux ne pourraient même pas s'accoupler, et ne le voudraient pas. Mais vous voyez ce dont je veux parler, et il n'y a pas que du positif là-dedans. Ces nouveaux animaux pourraient devenir d'importants prédateurs, des concurrents, ou même des parasites pour les plantes et les animaux déjà existants. Il faudrait beaucoup de temps pour que les choses se stabilisent en un nouvel équilibre dans ces régions frontalières. Et honnêtement, personne ne sait vraiment combien de temps cela prendrait. La seule chose que je sais, c'est que ni vous ni moi ne serons là pour voir tout ça. Et c'est sans doute tant mieux. Le 26 janvier 1700, l'un des plus grands séismes de l'histoire a frappé la côte ouest des États-Unis. D'une magnitude de 9, il figure parmi les 10 séismes les plus puissants jamais enregistrés. Ce tremblement de terre a déclenché un tsunami gigantesque et a modifié à jamais le littoral, du sud de la Colombie-Britannique jusqu'au nord de la Californie. À l'époque, la région était peu peuplée. Cependant, grâce à des recherches minutieuses, les scientifiques ont pu reconstituer avec précision ce qui s'est passé ce jour-là, en examinant d'anciens registres géologiques, des cernes d'arbres et même certains documents historiques japonais. Le jour même du séisme, un tsunami gigantesque a également frappé la côte est du Japon. Pendant longtemps, personne n'a fait le lien entre ces deux événements, mais dans les années 1980 et 1990, des chercheurs ont réalisé que le tsunami du Japon avait été causé par le tremblement de terre du nord-ouest Pacifique. Ils ont également pu déterminer la date exacte, le 26 janvier 1700. Et ils ont même trouvé de vieux arbres sur la côte de l'État de Washington, qui avaient tous péri vers l'hiver 1700, ce qui correspondait parfaitement à la date du tremblement de terre. Le séisme provenait de la zone de subduction de Cascadia, une faille où la plaque Juan de Fuca glisse sous la plaque nord-américaine. Cette faille s'étend sur environ 1525 km, du nord de l'île de Vancouver
en Colombie-Britannique, jusqu'au Cap Mendocino, en Californie. La pression exercée par les plaques en mouvement s'accumule au fil du temps. Et tôt ou tard, un autre séisme dévastateur frappera cette région. Ce n'est qu'une question de temps. En examinant les archives géologiques, les dépôts laissés par les tsunamis passés et les signes de changement du niveau du sol, les scientifiques peuvent déterminer la fréquence de ces séismes de grande ampleur. Les responsables des plans d'urgence se préparent au prochain grand événement, qu'on appelle souvent le Big One. Les scientifiques estiment que les séismes dans la zone de subduction de Cascadia se produisent tous les 200 à 1000 ans. Et comme le dernier séisme majeur remonte à plus de 300 ans, le Nord-Ouest Pacifique devrait en subir un autre prochainement. Lorsqu'il se produira, il devrait être aussi puissant que celui de 1700. Mais cette fois-ci, il touchera environ 15 millions de personnes. Les dégâts seront considérables. Des bâtiments s'effondreront, des routes et des pistes d'atterrissage se fissureront, et des ponts s'écrouleront. Les communications avec l'extérieur seront coupées. Mais le pire dans tout cela, le séisme déclenchera un tsunami gigantesque qui pourrait frapper certaines parties de la côte de Washington en moins de 10 minutes. La question n'est pas de savoir si la zone de subduction de Cascadia va se rompre, mais quand. Lorsque cela se produira, ce sera la pire catastrophe que les États-Unis aient jamais connue, pire que l'ouragan Katrina ou la supertempête Sandy. Une zone immense sera touchée, du sud de la Colombie-Britannique jusqu'à l'Oregon et au nord de la Californie. Cela signifie que des millions de personnes seront affectées. Fairchild est considérée comme une zone de rassemblement secondaire, en cas de catastrophe naturelle, la principale étant l'aéroport international de Grant County à Moses Lake. Pour ceux qui survivront au séisme et aux tsunamis initiaux, il se peut que les suites de l'événement soient tout aussi désastreuses. Des répliques suivront et les transports seront paralysés. Les routes seront endommagées ou complètement bloquées. Les aéroports seront fermés et la plupart des axes principaux, comme l'autoroute Interstate 5, verront leurs ponts détruits. Cela signifie que l'approvisionnement en nourriture et en eau sera coupé et qu'il sera extrêmement difficile pour les secours d'arriver sur place, ou pour les personnes de s'échapper. Les gazoducs seront très probablement endommagés eux aussi, et leur réparation pourrait prendre de quelques jours à l'intérieur des terres à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le long de la côte. Les coupures d'électricité seront généralisées dans un rayon de 160 km autour de la côte, dans toute la région du Nord-Ouest Pacifique, et l'approvisionnement en eau pourrait être interrompu pendant 3 à 7 mois. Même les télécommunications seront coupées pendant 2 à 3 mois dans cette zone, mais aussi en Alaska et dans certaines parties de l'Asie de l'Est. La bonne nouvelle pour l'Est de l'État de Washington est qu'il sera en grande partie épargné grâce aux barrières naturelles. Le tsunami pourrait toucher les gorges du Columbia, mais il perdra rapidement de sa puissance en raison d'un banc de sable sous le fleuve. La chaîne des cascades absorberont une grande partie de l'impact du séisme, de sorte que l'Est ne le ressentira pas aussi fortement. Et comme cette zone de l'État de Washington ne sera pas aussi durement touchée, c'est à elle qu'il reviendra de gérer les conséquences du séisme. Cela signifiera aider l'Ouest de l'État, accueillir les réfugiés des zones détruites et acheminer les secours là où ils seront nécessaires. Les scientifiques ont étudié d'autres séismes majeurs de magnitude 8 à 9, comme ceux du Chili en 1960, de l'Alaska en 1964, de Sumatra en 2004 et du Japon en 2011. Ce type de séisme peut faire trembler le sol pendant 6 à 10 minutes, ce qui est très long. Ces séismes sont extrêmement violents car ils se produisent près de la surface de la Terre. Il ne s'agit donc pas d'une secousse rapide, mais d'une secousse longue et forte qui peut causer d'importants dégâts. Si le séisme et le tsunami de Cascadia se produisaient demain, plus de 13 800 personnes pourraient perdre la vie et environ 107 000 personnes pourraient être blessées. Les pertes économiques dans les États de Washington, de l'Oregon et de Californie pourraient en dépasser les 70 milliards de dollars. Pour mettre ces chiffres en perspective, nous pouvons les comparer à ceux d'autres séismes majeurs. Lors du tremblement de terre de 1960 au Chili, environ 1650 personnes ont perdu la vie. Le séisme de 1964 en Alaska a fait environ 140 victimes. Le tremblement de terre et le tsunami de 2004 à Sumatra ont coûté la vie à environ 280 000 personnes. Et le tremblement de terre et le tsunami de 2011 au Japon ont fait plus de 20 000 victimes. Les autorités connaissent les dangers de la faille de Cascadia. Cependant, malgré toutes les mesures prises,
personne ne peut prédire avec certitude ce qui sera nécessaire lorsque le grand séisme frappera. Immédiatement après le séisme et le tsunami, les zones situées en dehors de la zone sinistrée immédiate ne pourront pas apporter beaucoup d'aide, car les routes et les aéroports seront détruits et les ressources seront limitées. Comment pouvons-nous faire face à ce type de catastrophe et à ses conséquences? Nous n'avons pas encore toutes les réponses. Pour l'instant, concentrons-nous sur la zone de subduction de Cascadia. Il s'agit d'une immense faille qui s'étend sur environ 1000 km, de l'île de Vancouver au cap Mendocino en Californie, à environ 150 km au large des côtes. C'est comme si une plaque tectonique glissait lentement sous une autre. Lorsque les plaques sont proches de la surface, à environ 30 km de profondeur ou moins, elles se bloquent à cause de la friction, un peu comme lorsque l'on pousse deux pierres l'une contre l'autre. Au fil du temps, cela crée une forte pression. Lorsque la pression devient trop forte, les plaques glissent, provoquant un tremblement de terre de grande ampleur. C'est ce qu'on appelle un séisme de méga-subduction, qui peut être très violent. Sous la zone où les plaques sont coincées, il existe une zone où les plaques se déplacent très lentement. On parle de quelques centimètres tous les quelques mois. Ce mouvement lent permet de libérer une partie de la pression, mais il augmente également la pression sur les parties de la faille qui sont encore coincées. Cela signifie qu'avec le temps, les risques d'un tremblement de terre majeur augmentent. Ces séismes importants, qu'on appelle grands séismes de zone de subduction, peuvent atteindre une magnitude supérieure à 8,5. Les méga-séismes sont les plus grands séismes qui puissent se produire. Ils peuvent dépasser une magnitude de 9, ce qui est incroyablement puissant. Pour vous donner une idée, un séisme de magnitude 9 libère 1000 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 7 et 1 million de fois plus qu'un séisme de magnitude 5. Ces séismes se produisent lorsqu'une forte pression s'accumule dans une partie de la faille qui est bloquée, ce qui signifie que les plaques ne peuvent pas se déplacer les unes par rapport aux autres. Lorsque cette pression devient trop forte, la faille finit par se rompre, libérant toute l'énergie accumulée en une seule secousse massive. La zone de subduction de Cascadia est extrêmement longue. C'est pourquoi, si elle venait à se rompre d'un seul coup, elle pourrait provoquer un tremblement de terre gigantesque. Les scientifiques ont étudié cette région et ont découvert qu'à environ 29 km sous la surface, la faille est complètement bloquée. Les plaques ne glissent pas les unes sur les autres à cet endroit, mais plus en profondeur, les plaques commencent à glisser plus facilement, ce qui réduit les frottements. C'est important, car cela nous indique la quantité de tension qui s'accumule dans cette zone bloquée et le risque qu'il survienne un jour, un séisme majeur. Le sol est de la lave. Non, je plaisante. Mais en vérité, il est bel et bien en train de se déliter. Vous ne le percevez peut-être pas encore, mais une portion considérable du sous-sol nord-américain a déjà perdu près de 60 km de roche au niveau de sa base. Et non, il ne s'agit ni de séisme, ni d'immenses dolines. C'est le continent lui-même qui perd des fragments de ce qui stabilise son assise, l'empêchant de chanceler comme un vieux manège. Des chercheurs viennent de révéler une découverte géologique majeure. Une portion du socle nord-américain s'amincit peu à peu, comme une crème glacée fondant lentement au soleil. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion? Ils ont en quelque sorte soumis la Terre à une IRM de haute précision, produisant des cartes en 3D où l'on voit des roches autrefois jugées inaltérables se liquéfier dans les entrailles terrestres, à l'image d'une pizza posée à l'envers dans un four. Pour saisir l'ampleur de ce phénomène, il convient d'abord de faire connaissance avec mes vieux amis, les cratons. Ils constituaient le socle profond des continents, épais, dur et d'un âge vertigineux, remontant à plusieurs milliards d'années. Ces structures résilientes ont survécu à des impacts de météorites, à l'explosion de supervolcans et au mouvement impétueux des plaques tectoniques. Si ces dernières entraient en conflit frontal, des chaînes montagneuses surgiraient. Si elles se séparaient, un nouvel océan finirait par naître. Tous ces bouleversements laissent leur empreinte à la surface de la Terre, mais les cratons, eux, semblaient inébranlables, de véritables survivants géologiques, à l'image des cafards. Leur incroyable résistance à toute agression poussait les scientifiques à les croire quasi indestructibles. Mais voilà qu'un groupe de chercheurs, en testant leurs instruments à la pointe de la technologie, découvre l'impensable. Les cratons sont-ils en train de se désagréger? Par quel mécanisme? Voici la plaque Farallon, une ancienne plaque tectonique qui a commencé à s'enfoncer sous celle de l'Amérique du Nord il y a plus de 100 millions d'années. Ce phénomène, parfaitement naturel, s'appelle la subduction.
C'est le moyen par lequel la Terre recycle ses roches et régule sa température interne. Le mouvement est si ancien qu'à présent, la plaque Farallon se trouve à près de 650 km du craton, tranquillement installée dans le manteau inférieur, étrangement proche du noyau externe de notre planète. La plaque Farallon, pourtant reléguée au tréfonds de la planète, continue de causer des désagréments, à l'instar d'un ancien colocataire dont les restes continuent d'empester votre frigo. En poursuivant sa descente, elle exerce une traction continue sur la base du continent nord-américain qu'elle distend jusqu'à en détacher des fragments, précipités dans le manteau profond. Et comme si cela ne suffisait pas, elle relâche en chemin de l'eau et du dioxyde de carbone dans les roches voisines, affaiblissant davantage le craton et le rendant plus vulnérable à l'érosion interne. Les scientifiques ont confirmé ce scénario en étudiant des centaines de séismes enregistrés par des milliers de stations. Leurs observations révèlent qu'une quantité considérable de matière continentale s'enfonce peu à peu, réduisant par endroits l'épaisseur du craton de près de 60 km, ce qui représente une quantité de roches phénoménale. Tout cela semble dramatique, mais inutile de céder à l'alarme. Le processus est d'une lenteur extrême, mesurée en millions d'années. Vos arrière petits-enfants marcheront sans doute encore sur un sol stable. Mais ne vous bercez pas d'une trop grande quiétude. Ce phénomène-là est lent, certes, mais un autre type d'affaissement bien plus rapide est déjà en cours. D'ici 2050, pas moins de 32 grandes villes américaines, parmi lesquelles New York, Baltimore et Charleston, pourraient se retrouver partiellement submergées. Et devinez quoi? Ce phénomène est, dans une large mesure, imputable à nos propres actions. Depuis 2007, les scientifiques ont observé que plusieurs villes s'enfonçaient lentement dans le sol, à raison de 1 à 2 mm par an. Charleston, en Caroline du Sud, se distingue tristement par un taux de 4 mm annuels. Ces chiffres peuvent sembler dérisoires, presque risibles. Pourtant, dans une ville perchée à peine 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, le moindre affaissement devient lourd de conséquences. Lors des pires inondations, les habitants doivent parfois abandonner leurs véhicules pour regagner leur domicile à la nage. Ce phénomène est connu sous le nom d'affaissement des terres. Lorsque l'on conjugue une subsidence progressive avec une élévation du niveau marin, on obtient un cocktail redoutable: rues inondées, terres agricoles rendues stériles par le sel, forêts fantomatiques et quantité de propriétaires excédés. Mais il n'y a pas que les logements. Ponts, routes, aéroports, centrales électriques, ces infrastructures essentielles au quotidien, sont également exposées à des dégâts majeurs. Réseaux électriques noyés, autoroutes englouties, les conséquences économiques se chiffrent en milliards, et les risques pour les populations sont bien réels. Soyons néanmoins équitables. L'homme n'est pas responsable de tout. Une partie de ces désordres trouve son origine dans le lointain passé glaciaire. Il y a environ 12 000 ans, d'immenses nappes de glace recouvraient le nord des États-Unis, si massives qu'elles ont littéralement enfoncé la croûte terrestre sous leur poids. Lorsque ces calottes ont fondu, la surface n'a pas rebondi comme un trampoline. Elle a amorcé un lent jeu de bascule géologique. Les zones jadis comprimées remontent, tandis que les autres s'affaissent en réponse. Ce phénomène, nommé ajustement isostatique ou rebond post-glaciaire, se poursuit encore de nos jours. Cela dit, l'activité humaine est venue accentuer cette tendance. L'un des principaux responsables est l'extraction des eaux souterraines. Imaginez que l'on retire le rembourrage d'un matelas, il finit par se déformer. C'est ce qui se produit dans des régions comme la vallée centrale de Californie, où le sol s'affaisse de près de 20 cm par an en raison du pompage intensif pratiqué lors des sécheresses. Dans des métropoles comme New York, la menace ne provient pas uniquement de l'eau. Les gratte-ciel eux-mêmes accentuent le problème. En effet, accumuler des millions de tonnes de béton et d'acier sur un sol meuble entraîne inévitablement un affaissement. À titre de comparaison, le poids total des bâtiments new-yorkais avoisine les 762 milliards de kilogrammes, soit l'équivalent de quelques 3,5 millions de statues de la liberté superposées. Avec une telle masse concentrée sur une superficie restreinte, les couches de sol sous-jacentes finissent, inévitablement, par se tasser. Et si vous pensiez que la situation ne pouvait guère empirer, détrompez-vous. Les barrages que nous érigeons empêchent les rivières d'acheminer les sédiments qui, jadis, régénéraient naturellement les terres côtières. Ces sédiments jouaient un rôle essentiel, en redonnant du volume au sol. En leur absence, les zones littorales se compriment peu à peu, à l'image d'une éponge usée.
Et lorsque les marais sont asséchés pour l'agriculture ou l'urbanisation, les sols tourbeux se dessèchent puis s'effondrent. On dirait que la Terre n'obtient aucun répit. Les scientifiques ont aussi observé que d'anciennes zones humides, autrefois luxuriantes, figurent désormais parmi les régions qui s'enfoncent le plus vite, notamment sur la côte du Golfe. En Louisiane, par exemple, l'on perd l'équivalent d'un terrain de football de terre ferme à cause de cette combinaison dévastatrice d'affaissement et de montée des eaux. Alors, que nous reste-t-il à nous qui souhaitons simplement vivre au-dessus du niveau de la mer? Hélas, le tableau est peu réjouissant. Des bois entiers se transforment en forêts fantômes, submergées par les eaux. Les terres agricoles s'imprègnent de sel au point de devenir impropres à la culture. Et même en l'absence de pluie, certaines rues se couvrent d'eau, victimes d'inondations dites « par temps clair ». Et sur la côte ouest, la situation n'est guère plus reluisante. La Californie est elle aussi concernée. San Francisco et Los Angeles s'affaissent, ce qui les rend 2 fois plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Dans certaines zones, telles que la péninsule de Palos Verdes, le sol s'affaisse à un rythme tel que les habitants pourraient tout aussi bien adopter un mode de vie souterrain. L'Amérique serait-elle en passe de devenir la nouvelle Atlantide? Pas du jour au lendemain, certes, mais en l'absence de mesures concrètes, telles qu'une réduction drastique de l'exploitation des eaux souterraines et une planification urbaine plus avisée, près d'un demi-million de personnes se retrouveront en réel danger, et les dommages immobiliers pourraient avoisiner les 109 milliards de dollars d'ici 2050. En définitive, même si l'Amérique du Nord ne semble pas sur le point de sombrer comme un soufflé mal cuit, des fissures bien réelles apparaissent dans sa croûte. Il conviendrait donc de limiter le pompage des nappes phréatiques, de repenser nos méthodes de construction et leur implantation, et de consacrer davantage d'efforts à la préservation des terres. Car si le sol venait à se muer en lave, nous regretterons de ne pas avoir, au moins, colmaté les premières brèches. Tu reçois des amis pour dîner. Tu poses ton verre sur le comptoir et tu vas aider ton ami à apporter les desserts. À ton retour, tu regardes le liquide dans ton verre. Il s'agite et les glaçons ressemblent à des bateaux sur une mer agitée. Et puis, ce tremblement gagne ton corps. Au plafond, le lustre se balance violemment. Puis tu entends quelqu'un crier « Tremblement de terre !» La maison et tout ce qu'elle contient s'agitent d'avant en arrière. Tu essaies de courir pour te mettre à l'abri, mais les secousses t'empêchent d'avancer. Tu as du mal à garder ton équilibre. Les armoires semblent posséder et les verres et toute la vaisselle s'envolent et s'écrasent par terre. Les étagères de livres basculent et tout ce qui est accroché au mur vacille et tombe. Tu te jettes sous la table de la salle à manger en essayant de ne pas te blesser avec toute cette vaisselle cassée. Oui, tu as déjà vécu des tremblements de terre, mais jamais comme ça. Tu vérifies ton téléphone, aucun signal. Tu n'arrives pas à croire ce qui est sur le point de se produire. Des cris s'élèvent autour de toi et soudain la maison s'effondre. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré a eu lieu au Chili en 1960. La catastrophe est survenue dans l'après-midi alors que l'activité humaine battait son plein. Pour causer des dommages graves et irréversibles, il faut une magnitude d'environ 7 sur l'échelle de Richter. Celui-ci était de 9,5. Cette partie du Chili se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, la zone volcanique et sismique la plus active au monde. La secousse initiale a duré environ 10 minutes et après 2 jours, les nombreuses répliques étaient encore suffisamment puissantes pour réveiller un volcan dans le sud du pays. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le tremblement de terre a provoqué une série de raz-de-marée dans tout l'océan Pacifique, certains atteignant plus de 25 mètres de haut. Les vagues et les secousses étaient si violentes que même Hawaï, le Japon et les Philippines furent touchés. Les dégâts s'élevèrent à près d'un demi-milliard de dollars selon le cours de l'époque. De nombreuses personnes se retrouvèrent sans abri. Une grande partie des infrastructures furent détruites. À perte de vue, les bâtiments s'écroulaient et les débris s'empilaient. Les scientifiques estiment que ce tremblement de terre fut si puissant qu'il déplaça l'axe de la Terre, raccourcissant nos journées de 1,26 microsecondes. Cela peut sembler peu, mais réfléchis-y. Une catastrophe naturelle a été assez puissante pour faire bouger le temps. De nombreuses villes côtières furent anéanties et il y eut de nombreuses inondations. Les conséquences sur l'économie furent dramatiques. Selon des études, si ce tremblement de terre se produisait aujourd'hui, il causerait plus de 20 milliards de dollars de dégâts. Alors, que se passerait-il si un tremblement de terre de 2 fois cette force survenait soudainement? Eh bien, tout d'abord, ces effets se feraient probablement sentir sur une très grande distance. Les raz de marée ne toucheraient pas seulement les côtes du Japon et des Philippines, mais atteindraient la Chine, la Corée, le Vietnam et même l'Australie. Et ces vagues dépasseraient nettement les 25 mètres. Elles pourraient être 2 fois plus hautes. Imagine 8 girafes empilées les unes sur les autres qui se précipitent vers toi.
Près de la côte, tu verrais la mer se mouvoir. L'eau se mettrait à refluer et tu verrais l'endroit où vivent les poissons. Et tu saurais alors qu'il est temps de prendre tes jambes à ton cou. Un tsunami serait probablement sur le point de se produire. Imagine que cela se produise vraiment. Tu es pris sous les décombres sans trop savoir ce qui est en train de se passer. Tu parviens à te libérer et à remonter à l'air libre. Et tu n'es pas seul, car toutes les maisons du quartier ne sont maintenant plus que des briques et gravats. Les ponts se sont effondrés et les gens sont bloqués de chaque côté. Tu regardes autour de toi, époussettes tes vêtements et tu cours chercher de l'aide. Des camions de pompiers et des ambulances circulent entre les voitures arrêtées et les décombres. Tu essaies de rejoindre ta voiture, mais les répliques sismiques continuent et t'empêchent d'avancer. Comme toutes les antennes cellulaires sont hors service, tu ne peux appeler personne. Tes genoux tremblent, mais tu tiens bon. En arrivant à ta voiture, tu vois qu'un rocher l'a écrasé. Comme une canette de soda géante. Tu continues à pied et tu gagnes finalement le centre-ville. On dirait qu'un géant s'est mis en colère et a fait tomber tous les bâtiments. Tu avances et tu essaies de trouver de l'aide. Soudain, ton téléphone vibre. Tu regardes et tu vois un millier de notifications relatives à un tremblement de terre de magnitude 20. Tu trembles encore, mais le sol ne bouge plus pour l'instant. Oh oh, tu entends quelque chose au loin et ça se rapproche. À ta droite, tu vois des vagues aussi hautes que des immeubles te foncer dessus. Encore sous le choc et ne sachant pas quoi faire, tu reprends soudain tes esprits. Et tu cours! Tu ne sais même pas dans quelle direction aller. Il y a un tsunami juste derrière toi et devant toi, des bâtiments en ruine avec des pierres et du béton qui tombent encore partout. Attends, il y a un bâtiment encore debout. Tu dois absolument t'y réfugier. Tu arrives devant l'ascenseur, mais il est bloqué. Pas étonnant. Tu te précipites alors dans les escaliers aussi vite que possible, trébuchant sur du verre et du plâtre, mais trouvant à chaque fois la force de te relever. Tu regardes par une fenêtre et tu vois l'eau. Elle est si proche. Tu es presque au sommet. Encore quelques volets et... splash! L'eau pénètre dans le bâtiment et te fait redescendre d'au moins 2 étages. Tu n'y vois pas grand-chose. Pourtant, tu sais que tu dois nager vers le haut. Mais l'eau continue de te pousser vers le bas. Après environ 30 secondes, tu réussis à remonter à la surface et tu continues à grimper jusqu'au sommet. Tu arrives au dernier étage et tu t'effondres sur le toit. Tu es en sécurité, pour le moment. Le raz-de-marée est toujours aussi fort. Il se ferait un chemin dans le centre-ville ravagé. Ton téléphone est maintenant rempli d'eau et complètement inutile. Tu as une vue à 360 degrés de ta ville, couverte d'eau et de débris. Le sol se remet à trembler. Tu te dis que tu vas rester assis là jusqu'à ce que tout soit terminé et qu'un hélicoptère de secours arrive. Mais soudain, une énorme explosion qui te crève presque les tympans vient secouer le sol. Au loin, de la fumée s'élève et bientôt, elle remplit le ciel entier. Son opacité masque le soleil du matin. C'est alors que tu aperçois de la lave jaillir dans les airs et retomber non loin. Se transformant en un fleuve, elle recouvre peu à peu toute la ville. Avec un tel mouvement sismique et la forte intensité du tremblement de terre, les plaques tectoniques du monde entier se sont déplacées et le magma est remonté vers la surface. De la vapeur commence à s'échapper, puis la chaleur te saisit. Tu vois le magma s'étaler sur le sol comme une couverture, dévorant toutes les voitures sur son passage. Le pire, c'est que la lave fait fondre les fondations des immeubles qui avaient résisté au tremblement de terre et au tsunami. Au loin, les bâtiments sont en train de s'effondrer dans la nappe de lave impétueuse qui recouvre ta ville. Un par un, ils s'écroulent tous. Cela signifie... Oh oh, l'immeuble sur lequel tu te trouves vacille lui aussi. Il est sur le point de céder. C'est alors que tu vois la lumière. Tu lèves les yeux et tu aperçois un hélicoptère dans le lointain. Tu agites tes bras, tu cours, tu sautes, n'importe quoi pour te faire remarquer. Et ça marche. L'hélicoptère fait quelques cercles et te lance enfin une échelle de corde. Pendant qu'on te hisse à bord de l'hélico, tu regardes le monde en dessous de toi qui s'agite, comme des nouilles dans une passoire. Tu atterris à quelques kilomètres et tu es immédiatement pris en charge par un médecin dans un centre de triage d'urgence. Tu fais partie des chanceux. 1 an plus tard, l'eau du tsunami s'est retirée, la lave a refroidi, mais tout ce magma a profondément modifié les sols et toute la ville a disparu. La catastrophe a plongé le pays entier dans un cauchemar économique qui durera des décennies. Il faut des mois pour répertorier les rues, s'assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques dangereux ou de tuyaux de gaz endommagés. On reconstruit ta ville plus loin dans les terres, à l'écart de son site d'origine. Dans d'autres villes, on reconstruit directement sur les ruines. Dans d'autres encore, on déplace simplement les populations vers des lieux que la catastrophe n'a pas touchés. Depuis l'an 2000, le monde a été frappé par plus de 1700 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 5.
Nombre d'entre eux se sont produits autour de la ceinture de feu, située sur le pourtour de l'océan Pacifique. En Amérique du Nord, la plus grande menace est la faille de San Andreas, susceptible de provoquer un tremblement de terre d'une magnitude inégalée, ce qui lui a valu le surnom de Big One. La destruction potentielle de la Californie est une perspective terrifiante qui pourrait avoir des conséquences inimaginables. Mais le Big One n'est que le début de ce qui nous attend. Mauvaise nouvelle. Les scientifiques ont prédit un événement bouleversant pour la planète en 2030. La probabilité que nous assistions à cet immense séisme, le Big One, est de 70%, et sa magnitude devrait atteindre les 6,7 sur l'échelle de Richter. Il aura bien pour origine la faille de San Andreas, mais nos prévisions sont malheureusement insuffisantes pour le moment. Toutefois, un tremblement de terre de grande ampleur se produit une fois tous les 100 ans. Cela nous donne donc le temps de nous préparer à la catastrophe. Si étions capables de voyager dans le temps, nous serions en mesure de voir de nos yeux les tremblements de terre qui ont ravagé San Francisco et le fort Tejon. Les bâtiments construits il y a longtemps ne sont pas à l'épreuve de ce genre de séisme. Ils s'effondrent inévitablement. Même s'ils tiennent le coup, il ne faut pas y pénétrer. Mais les bâtiments ne sont pas ce qu'il y a de plus dangereux. Vous devez faire attention aux installations électriques et aux conduites de gaz. Votre maison sur la colline est peut-être charmante, mais elle est dangereusement exposée. Lors d'un tremblement de terre, une colline peut subir un énorme glissement de terrain qui détruira tout sur son passage. Dites adieu aux voyages en voiture, car toutes les routes seront détruites. Prévoyez des réserves d'eau et de nourriture, car vous ne pourrez plus faire de courses. Cette catastrophe ne sera pas bon marché. Les États-Unis devront débourser environ 200 milliards de dollars pour se remettre du désastre. Sachez qu'au moins, le tremblement de terre ne provoquera pas de tsunami. Mais il y a quelque chose qui peut causer encore plus de dégâts que ce Big One. La célèbre zone de subduction de Cascadia commence en Californie et se termine à Vancouver, au Canada. La faille de San Andreas n'est rien comparée à cette zone. Elle pourrait anéantir la totalité du littoral. Une vision terrifiante. La subduction est un phénomène d'enfoncement d'une plaque tectonique sous une autre plaque d'une densité plus faible. Nous avons donc ici la plaque nord-américaine et la plaque Juan de Fuca. Les zones de ce type sont généralement à éviter, car les risques de séisme y sont très élevés, et elles sont par conséquent extrêmement dangereuses, notamment en raison des catastrophes sous-marines. Mais courons-nous un risque, nous qui sommes à terre? Oui, car des tsunamis géants peuvent se produire, inondant les villes et détruisant les côtes. À l'heure actuelle, la zone la plus active est la ceinture de feu. La zone de Cascadia est peut-être moins active, mais elle est comme une bête endormie. Elle pourrait se réveiller et détruire tout ce qui se trouve sur son passage, provoquant des dégâts sans précédent. La dernière fois qu'une telle tension a été libérée, c'était en l'an 1700. Contrairement au séisme de San Andreas, celui-ci provoquera des tsunamis massifs et ces secousses seront bien plus violentes. Espérons que vous camperez dans un champ à ce moment-là, car la plupart des bâtiments et des ponts seront probablement détruits. Préparez-vous également aux répliques, qui seront dévastatrices. La nature ne sera pas épargnée non plus. Les glissements de terrain modifieront tout l'habitat des animaux, et nos maisons seront méconnaissables. Heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel, et les scientifiques font tout ce qu'ils peuvent pour assurer notre sécurité. De nouvelles règles sont mises en œuvre. Chaque nouveau bâtiment doit être capable de résister à des chocs massifs. Ils développent des systèmes d'alerte modernes, et toute nouvelle infrastructure doit suivre des directives strictes en matière de résistance aux tremblements de terre. Les plaques Juan de Fuca et nord-américaines sont actuellement bloquées l'une contre l'autre, mais elles ne le resteront pas éternellement. Lorsqu'elles se déverrouilleront, préparez-vous à une forte secousse. Plus vous êtes proche de l'épicentre, plus les dégâts seront importants. Mais même si vous avez la chance d'être loin de l'épicentre, il se peut que vous sentiez le sol trembler pendant un certain temps. Si nous comparons la zone de subduction de Cascadia et la faille de San Andreas, nous constatons que la zone de Cascadia est beaucoup plus dangereuse. En 1994, un énorme tremblement de terre de magnitude 6,7 s'est produit dans la région de Northridge, près de la faille de San Andreas. Malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas survécu, et il y a eu beaucoup de blessés. À l'époque, les bâtiments n'étaient pas suffisamment solides pour résister aux tremblements de terre, et nombre d'entre eux ont été endommagés. La zone de subduction de Cascadia peut potentiellement provoquer un tremblement de terre de magnitude 9. Un séisme de magnitude 6 a une puissance équivalente à environ 20 millions de kilogrammes de dynamite. Mais la puissance d'un séisme de magnitude 9 est équivalente à 20 000 milliards de kilogrammes de cette même dynamite.
Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré s'est produit au Chili. Sa magnitude était de 9,5 et il a presque tout détruit. Supposons que vous ayez survécu au tremblement de terre. Vos ennuis sont loin d'être terminés. Peu après, un tsunami massif frappera la côte, avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres dans certaines zones. Ce n'est pas le cas du tremblement de terre de San Andreas, qui ne peut pas produire de vagues importantes. Vous pouvez dire adieu à votre beau jardin, car l'eau salée détruira les arbres et les plantes et modifiera l'environnement pendant pas mal de temps. Le seul point positif, vous n'aurez plus besoin de décoration pour Halloween, car tous ces arbres desséchés ressembleront à une forêt fantôme. Les vagues, les secousses et l'étendue de la zone elle-même rendront cette catastrophe naturelle bien plus redoutable que celle causée par la faille de San Andreas et par le Big One. Un tremblement de terre similaire s'est produit il y a environ 300 ans. De nombreux autres ont été enregistrés au cours des 3500 dernières années, ce qui prouve qu'ils se produisent continuellement tous les 4 à 600 ans. Techniquement, il nous reste donc entre 100 et 300 ans avant le prochain événement. Nous ne savons toujours pas comment fonctionne exactement la zone de subduction de Cascadia, car nous ne l'avons découverte qu'en 1970. Cette zone est très effrayante. C'est l'une des plus dangereuses de la planète. Elle a été découverte par hasard par des chercheurs qui étudiaient la ceinture de feu. Ils voulaient savoir s'il y avait eu des problèmes dans cette zone au cours des dernières années, et la preuve se trouvait sous leurs pieds. Dans l'État de Washington, il y a une forêt sinistre où rien ne pousse plus depuis des années. Lorsque les chercheurs ont analysé le sol, ils ont trouvé une énorme quantité de sel. Ils ont fait le rapprochement et ont conclu qu'un tsunami massif était à l'origine de cette situation. Les experts ne savent toujours pas exactement quand la forêt a été détruite. Heureusement, le Japon a gardé des traces d'un gigantesque tremblement de terre qui a eu un effet similaire. Il s'agit de celui qui s'est produit en l'an 1700. Il y a une chance sur 3 que le prochain se produise en 2050. Vous devez savoir comment agir en cas de tremblement de terre afin de vous en sortir indemne, alors écoutez attentivement. Les habitants de la région dont nous parlons n'ont pratiquement aucune expérience des séismes de ce type. Il est relativement facile de survivre à ce genre de catastrophe. C'est le tsunami qui suivra qui constitue le véritable danger. Après la secousse initiale, trouvez le terrain le plus élevé de votre région et rendez-vous-y. N'emportez que l'essentiel, comme de la nourriture et de l'eau. Laissez votre collection de cartes de baseball chez vous. Après la première vague, ne redescendez pas tout de suite. Les sismologues affirment que, très probablement, il y en aura d'autres. Et ils l'ont prouvé. Le 22 mai 1960, le sismologue Jerry Eston et ses 4 amis se sont rendus à Hawaï pour observer un tsunami qui devait se produire vers minuit. Ils ont installé leur matériel sur le pont de Wailuku et planifié un itinéraire de secours. Ce pont avait été détruit lors du précédent tsunami, mais le nouveau pont était beaucoup plus haut et mieux adapté. Après minuit, l'eau se trouvait à 1,2 mètre au-dessus de son niveau moyen. La deuxième vague a frappé une demi-heure après minuit, et l'eau est encore montée de 2,75 mètres à 1 heure du matin. L'eau est ensuite redescendue d'environ 2 mètres. Mais l'horreur était loin d'être terminée. Ils ont ensuite vu une vague d'un peu plus de 6 mètres de haut. Cela nous prouve que les tsunamis sont imprévisibles et que nous devons absolument écouter les experts pour rester en sécurité. Tenez-vous prêts, car l'un des volcans les plus actifs du Pacifique pourrait entrer en éruption d'un moment à l'autre. Les chercheurs qui scrutent le mont sous-marin axial, un immense réservoir de lave, non loin des côtes de l'Oregon, estiment qu'il pourrait se manifester à tout instant, d'aujourd'hui jusqu'au début de 2026. Bien que totalement immergé, ne vous laissez pas abuser par le couvert de l'océan. Ce colosse atteint presque 3 fois la hauteur de l'Empire State Building. À mesure qu'il se dilate, tel un soufflet prêt à déborder dans une cuisine étoilée, les scientifiques frémissent d'anticipation, au point de préparer une retransmission en direct de l'éruption. Oui, vous avez bien entendu. Voici ce qu'il faut savoir. Si ce volcan est sur le point de se manifester, c'est parce qu'il gonfle à une vitesse préoccupante. Ces derniers mois, les scientifiques ont observé un soulèvement du plancher océanique, comme si Axial imitait maladroitement un matelas à eau rempli de roches en fusion. Ce phénomène, qu'ils nomment inflation, n'a rien à voir avec les excès d'un repas de fête. En langage volcanologique, cela signifie que du magma s'accumule sous la croûte, provoquant un renflement inquiétant du fond marin, analogue à un soufflet sur le point de s'affaisser. Une éruption volcanique sous-marine ne vous paraît peut-être pas si spectaculaire. Pourtant, c'est dans les abysses que la majorité de l'activité volcanique terrestre se produit. Croyez-le ou non, plus d'1 million de volcans sommeillent actuellement sous la surface des océans, déversant silencieusement leur lave.
Le plancher océanique constitue le plus vaste foyer volcanique de notre planète. Ce qui confère au mont Axial un attrait si particulier, c'est la rigueur avec laquelle il est surveillé, sans équivalent parmi les volcans sous-marins. Il s'apparente à la vedette d'un programme de télé-réalité géologique, observé par un réseau sophistiqué d'instruments disposés sur le fond marin, transmettant en temps réel des données sur les flux magmatiques, les secousses telluriques et les déformations de la croûte terrestre. Le mont Axial héberge en effet le tout premier observatoire volcanique sous-marin jamais établi. Depuis les années 90, les scientifiques y ont installé des capteurs qui transmettent en continu des informations précises en provenance directe des profondeurs. Nulle part ailleurs une telle surveillance n'a été mise en œuvre, faisant de ce volcan un phénomène de la géologie contemporaine dont les comportements sont observés avec une précision hors du commun. Axial, en plus d'être actif, est d'une prévisibilité presque comique. Ces éruptions suivent un rythme d'environ 10 ans, 1998, 2011, 2015, et, fidèlement à ce cycle, il semble se préparer pour la suivante. À la mi-2024, son gonflement égalait presque celui observé avant sa dernière éruption, ce qui signifie que le compte à rebours est lancé. Les chercheurs, certains de ce calendrier, ont même mis en place un calendrier de lavande volcanique, en attendant qu'Axial entre de nouveau en scène. Mais attention, le mont sous-marin Axial n'a rien d'un volcan sous-marin banal. Il affiche une allure singulière, une personnalité marquée, et une géologie qui défie les conventions. Là où la plupart des monts sous-marins présentent des silhouettes coniques ou légèrement bombées, celui-ci arbore une caldeira étonnamment rectangulaire, un cratère de 3200 sur 8000 mètres, comme s'il avait été tracé à la règle par un géologue désireux d'en finir avec les courbes. Tandis que ses homologues misent sur des contours arrondis, Axial revendique une esthétique plus avant-gardiste. La caldeira d'Axial est également constellée de fentes, d'évents, de canaux de lave et d'étranges structures en dôme s'élevant à plusieurs centaines de mètres. Le tout compose une sorte de couronne géométrique et fantasque, bien loin du couvre-chef sphérique habituellement associé au volcan. Par ailleurs, l'emplacement du mont Axial représente un véritable carrefour d'intensité géologique. Il est implanté exactement là où deux puissantes dynamiques terrestres se rencontrent. D'une part, il repose sur la ride Juan de Fuca, une chaîne sous-marine née de la séparation progressive de deux plaques tectoniques, à la manière d'une fermeture éclair qui s'ouvre lentement. D'autre part, il surplombe le point chaud de Cobb, une remontée de magma en provenance du manteau profond, qui agit comme une machine à espresso souterraine, injectant de la roche en fusion dans la croûte et alimentant toute une succession de volcans. Pour dire les choses simplement, c'est comme si deux plaques tectoniques, partenaires de danse maladroits, glissaient l'une loin de l'autre pendant que le point chaud de Cobb, tel un DJ souterrain, montait le son en propulsant le magma. Cette double influence génère un réseau de conduits complexes au sein du volcan, où les chambres magmatiques se remplissent, se vident et se déplacent selon des schémas encore mal compris. La rivalité entre l'écartement des plaques et l'afflux de magma confère à Axial une signature géologique unique et explique pourquoi il ne cesse de nous surprendre. Ainsi donc, le sommet d'Axial ne se résume pas à un simple cratère. C'est en réalité en son cœur que le spectacle devient plus étrange encore et, disons-le, nettement plus brûlant. Le volcan abrite des cheminées hydrothermales appelées fumeurs noirs, qui projettent de l'eau à des températures dépassant les 370 degrés Celsius. Il ne s'agit pas d'un simple jacuzzi sous-marin. Ces évents façonnent l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, où des organismes déroutants prospèrent dans une obscurité totale et une chaleur suffocante. Dans ces panaches saturés de minéraux vivent de gigantesques vers tubicoles, des crabes, des colonies bactériennes et même des pieuvres. Ces écosystèmes sont totalement indépendants du soleil et de la photosynthèse. On y découvre un monde semblable à un paysage extraterrestre, dissimulé sous les vagues et alimenté par le souffle ardent du volcan. Ces communautés abyssales présentent un intérêt scientifique majeur. Non seulement en raison de leur étrangeté, mais surtout parce qu'elles pourraient ressembler aux tout premiers écosystèmes apparus sur Terre. Certains chercheurs supposent que la vie elle-même aurait émergé dans des environnements hydrothermaux semblables. Il y a plusieurs milliards d'années. Les étudiés pourraient également orienter la recherche de formes de vie sur des lunes glacées comme Europe ou Encelade, où des structures analogues pourraient exister sous la glace. Lorsqu'Axial entre en éruption, se produit un véritable redémarrage naturel. La lave éradique tout sur son passage. Pourtant, quelques mois suffisent pour que la vie reprenne ses droits, démontrant que même dans les environnements les plus hostiles, la demande en immobilier ne faiblit pas. Quant à ceux qui redouteraient tant des tsunamis ou des désastres côtiers, qu'ils se rassurent,
Les éruptions d'axial ressemblent davantage à une cuisson lente qu'à une explosion. La pression colossale exercée par l'eau tempère toute violence, brûlante, certes, mais contenue. Le pire qui puisse arriver, c'est que de la lave vienne tapisser le fond marin, et que quelques crabes doivent déménager. Aucun nuage de cendres, aucune détonation spectaculaire ne menace la surface. La lave s'épanche tranquillement et peut parcourir plusieurs kilomètres sous la mer. Pour les scientifiques, cette éruption représente une opportunité précieuse. Comprendre les cycles d'axial pourrait permettre de prédire d'autres éruptions, même sur Terre. De plus, ces écosystèmes étranges donnent des indices sur la survie possible de la vie ailleurs dans l'univers. Pas mal pour un volcan qui semble surtout reposer là, avec sa forme rectangulaire. Pourtant, l'activité du volcan ne passe pas inaperçue. Elle se traduit par des milliers de minuscules séismes chaque jour. Oui, des milliers. Comme si la montagne elle-même gémissait et craquait, prête à éclater. Nous ne sentirons rien, bien sûr, mais ces secousses aident les chercheurs à suivre les mouvements du magma et à comprendre le cycle éruptif. L'un des éléments les plus fascinants de ce récit, c'est que les scientifiques se préparent à retransmettre en direct la prochaine éruption d'Axial. Imaginez observer en temps réel un volcan sous-marin déversant de la lave fraîche sur le plancher océanique. C'est une place au premier rang pour un feu d'artifice naturel, à près d'un quart de lieue sous les mers. Cette retransmission sera rendue possible grâce à l'initiative des observatoires océaniques, qui gèrent un réseau de câbles à fibres optiques reliant directement les capteurs du mont Axial à la terre ferme. Une sorte de connexion Wi-Fi des grands fonds, prête à diffuser de la roche en fusion en haute définition. Autre fait intrigant, les scientifiques ont remarqué un curieux motif dans les éruptions d'Axial. Les trois plus récentes, en 1988, 2011 et 2015, se sont toutes produites entre janvier et avril, lorsque la Terre commence à s'éloigner du Soleil. Pourquoi cette coïncidence? Il pourrait s'agir de l'influence gravitationnelle de la Lune. En effet, son orbite provoque les marées océaniques qui font varier la pression exercée sur le fond marin, ce qui pourrait pousser la chambre magmatique jusqu'à son point de rupture. Ainsi, la Lune ne serait pas qu'une lumière romantique dans le ciel nocturne, mais aussi la plus subtile des entremetteuses volcaniques. Une certitude demeure. Lorsque l'Axial entrera en éruption, ce sera l'éruption sous-marine la mieux documentée jamais observée. Restez donc attentifs, car ce spectacle naturel vaudra vraiment la peine d'être suivi. Et qui sait, avec un peu de chance, nous aurons même droit à un ASMR d'éruption abyssale. Maintenant, si vous me permettez, je vais rafraîchir le flux en direct comme un fan attendant fébrilement la vente des billets de Taylor Swift. Le manteau neigeux au-dessus de vous se scinde soudainement en deux, dévalant la pente glacée jusqu'à son point de repos bien en contrebas. Sur son passage, tout est broyé sous l'énorme masse de neige et de débris. Vous assistez à une avalanche, l'une des catastrophes naturelles les plus redoutables qui soient. Et si l'on vous parlait d'un autre type d'avalanche, tout aussi terrifiant que celui des montagnes, ce qui la rend particulièrement étrange, c'est qu'elle se produit sous l'eau. Les avalanches sous-marines sont des phénomènes naturels d'une puissance dévastatrice, souvent bien plus redoutables que les terrestres. Elles peuvent provoquer un chaos planétaire aux conséquences dramatiques. Le plus inquiétant, elles surviennent en permanence sous la surface des océans, invisibles, imprévisibles et extrêmement difficiles à mesurer. Ces avalanches sous-marines peuvent atteindre une ampleur 100 fois supérieure à celle des avalanches terrestres et menacent gravement les communications mondiales au point de potentiellement priver la planète entière d'Internet. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, remontons 60 000 ans dans le passé. Nous voici au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, sur le point de découvrir l'ampleur et l'impact dévastateur d'une avalanche sous-marine titanesque. Elle a débuté par un simple glissement de terrain sous-marin dans le canyon d'Agadir. À l'origine, il ne s'agissait que d'1,5 km de matériaux. Cependant, cette masse a rapidement été multipliée par plus de 100 en traversant le fond de l'océan Atlantique. Au fur et à mesure que l'avalanche gagnait en vitesse et en volume, elle emportait avec elle du gravier, du sable, des roches et de la boue. Elle a creusé un sillon dévastateur à travers l'un des plus grands canyons sous-marins du monde, éradiquant toute forme de vie sur son passage. La puissance du flot destructeur était telle qu'il a érodé un segment de 400 km du canyon, creusant des centaines de mètres dans ses parois et endommageant une zone totale de 4500 km², soit plus de 3,5 fois la superficie de New York. Quant à sa force,
Elle a projeté d'énormes blocs rocheux le long des parois du canyon, atteignant des hauteurs pouvant aller jusqu'à 130 mètres. Avant que les scientifiques ne mettent en évidence cet événement dévastateur, ils avaient largement sous-estimé l'étendue de la destruction causée par les avalanches sous-marines. Par ailleurs, ces catastrophes majeures peuvent se déclencher non seulement au large, dans les profondeurs océaniques, mais également à proximité des estuaires. Revenons au 14 janvier 2020 pour examiner cela de plus près. Un courant de turbidité, un flux rapide d'eau descendant chargé de sédiments, a parcouru plus de 1100 km depuis l'estuaire du fleuve Congo jusqu'aux abysses. Ce phénomène a été provoqué par deux facteurs. Des inondations exceptionnelles le long du fleuve à la fin de décembre 2019 et des marées de printemps d'une ampleur inhabituelle. Cela a engendré une gigantesque avalanche de sable et de boue, dont le volume représentait un tiers de tous les sédiments transportés annuellement par l'ensemble des fleuves de la planète. Cette avalanche a vu sa vitesse augmenter, passant de 5 mètres par seconde dans la partie supérieure du canyon du Congo à 8 mètres par seconde à l'extrémité du canal, à près de 1200 km du littoral. Ce trajet en a fait la plus longue avalanche de sédiments jamais mesurée sur Terre. 2 jours après son déclenchement, le flux atteignait les abysses. L'avalanche a sectionné 2 câbles de télécommunications sous-marins, ralentissant drastiquement la vitesse de transfert des données Internet dans toute l'Afrique de l'Ouest, du centre et du Sud. Avant cela, les scientifiques jugeaient impossible de mesurer directement les avalanches sous-marines de grande ampleur. Toutefois, le flux de sédiments observé dans le canyon du Congo a permis de surveiller le phénomène, offrant aux chercheurs une meilleure compréhension du lien entre les grandes crues fluviales et les profondeurs océaniques. Ils ont également déterminé que la fréquence des avalanches sous-marines dépendait de la localisation de l'observateur. Les canyons sous-marins situés à proximité des embouchures des fleuves peuvent connaître plusieurs petites avalanches chaque année. En revanche, des systèmes éloignés des déversements fluviaux, comme le canyon d'Agadir, ne subissent qu'une avalanche titanesque tous les 10 000 ans environ. Vous vous interrogez peut-être sur les causes possibles d'une avalanche sous-marine. Les tremblements de terre, les typhons, les marées hautes, les crues fluviales et même les éruptions volcaniques peuvent en être responsables. De plus, avec le changement climatique, ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et violents. Toutefois, la présence de ces déclencheurs ne garantit pas qu'une avalanche se produira ni n'en détermine l'ampleur. Prenons un exemple. En 1755, un puissant tremblement de terre a frappé la côte portugaise, dévastant Lisbonne et causant des dizaines de milliers de morts. Pourtant, cet événement n'a provoqué qu'une petite avalanche sous-marine. En revanche, en 1929, un séisme majeur au large de Terre-Neuve, au Canada, a déclenché la plus grande avalanche sous-marine jamais documentée. Le flux, se déplaçant à 70 km/h, a charrié des rochers, du sable et de la boue tout en rompant 11 câbles sous-marins. La puissance de l'avalanche a également généré un tsunami ayant entraîné la mort de 28 personnes le long des côtes. Les avalanches sous-marines sont invisibles car elles se produisent en profondeur, ce qui rend leur étude extrêmement complexe. Pourtant, leur compréhension est cruciale. Ces flux transportent des sédiments, des nutriments et même des polluants à travers les fonds marins, jouant un rôle essentiel dans les écosystèmes océaniques. Une équipe de chercheurs de Liverpool s'est alors lancée dans la résolution de ce mystère. Au cours des 4 dernières décennies, ils ont recueilli plus de 300 échantillons du fond océanique, en les associant à des données sismiques et bathymétriques. Autrement dit, à la cartographie des fonds marins, ils ont pu reconstituer une immense avalanche sous-marine, une première à cette échelle. Ce qui rend l'événement encore plus fascinant, c'est qu'il a débuté de manière relativement modeste avant de se transformer en une avalanche gigantesque, atteignant plus de 200 mètres de hauteur. Pour imaginer l'ampleur, pensez à une avalanche de la taille d'un gratte-ciel dévalant de Liverpool à Londres, creusant une tranchée de 30 mètres de profondeur et 15 km de large. Finalement, elle s'est étendue sur une superficie supérieure à celle du Royaume-Uni, recouvrant tout d'une épaisse couche de sable et de boue. C'est comme ensevelir un pays entier. Ces découvertes sont véritablement cruciales, car elles révèlent qu'un glissement de terrain sous-marin de faible envergure peut évoluer en un phénomène gigantesque et hautement destructeur. Mais le plus inquiétant, ce sont les câbles Internet sous-marins, essentiels aux communications mondiales.
On dénombre plus de 550 câbles actifs sur les fonds marins, totalisant une longueur incroyable d'1 400 000 km, soit suffisamment pour entourer la Terre 35 fois. Lorsqu'une telle avalanche endommage des câbles sous-marins, les conséquences sont souvent catastrophiques et coûteuses. En 2006, un séisme à Taïwan a provoqué des avalanches sous-marines qui ont sectionné plusieurs câbles reliant l'Asie du Sud-Est au reste du monde. Cela a entraîné une perte de 90% du trafic Internet entre la Chine et les États-Unis au pic de l'événement. Taïwan, quant à elle, a subi des interruptions de trafic allant de 74 à 100% vers les îles voisines. Vous comprenez maintenant pourquoi il est essentiel d'en savoir plus sur ce phénomène naturel. Heureusement, des chercheurs de l'université Tulane ont trouvé un moyen de l'analyser en 3 dimensions. Jusqu'à présent, les études ne considéraient les avalanches sous-marines qu'en 2 dimensions, ce qui ne permettait pas de saisir pleinement leur comportement. Les chercheurs ont concentré leurs efforts sur l'interaction des flux sous-marins avec des mini-bassins, des formations naturelles sur le fond océanique semblables à des bols peu profonds. Malgré leur nom, ces bassins peuvent être vastes, atteignant jusqu'à 10 km², soit environ 2 fois la superficie de Central Park à New York. Lorsque des courants de turbidité pénètrent dans ces mini-bassins, ils ne s'immobilisent pas simplement. Au contraire, ils frappent la paroi opposée et reviennent sous forme de tourbillons, semblables au remous dans un cours d'eau. Ces mouvements tourbillonnants redistribuent les sédiments avant qu'ils ne se déposent. La taille du bassin et la vitesse du courant influencent fortement ce processus. Si le bassin est grand et le courant lent, il se remplit progressivement de sédiments. Mais si le courant accélère ou si le bassin est réduit, le flux déborde, s'étalant au-delà de ses limites. Pour approfondir leurs recherches, les scientifiques ont créé une réplique d'un mini-bassin dans une piscine et testé diverses vitesses de flux pour simuler les courants de turbidité. Ils ont même conçu des mélanges spécifiques de sédiments pour observer le comportement de particules de tailles diverses. Finalement, ils ont réussi à reproduire les conditions océaniques, mais à une échelle contrôlable et adaptée à leurs expériences. Fascinant, n'est-ce pas ?